Bel RTL, vos meilleurs moments. 9h-10h, Z comme Zeka sur Bel RTL. Et un G comme Garcia, Bob Garcia, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Bob Garcia qui signe Tintin du cinéma à la BD aux éditions des Clés de Brouwer. Alors c'est vrai que moi j'ai l'impression, comme beaucoup d'entre nous, qu'on a tout dit ou presque sur Tintin. En revanche c'est vrai qu'on s'était jusque-là, en tout cas, beaucoup moins intéressé aux sources d'inspiration d'Hergé puisées dans le cinéma. Et c'est vrai que c'est un boulot absolument incroyable que vous avez réalisé parce que vous avez visionné ce qui aurait pu, on parle au conditionnel parce qu'on n'en a pas forcément toujours les preuves, même s'il y a des coïncidences. Parfois si, c'est cité par Hergé. Je dis pas toujours. Et donc on va en parler avec vous. C'est assez intéressant. Vous avez entendu dans cette émission pour l'implication de la religion dans l'univers de Tintin. C'est un peu la même série. C'est carrément la même d'ailleurs. Oui, c'est toujours chez des Clés de Brouwer. Même présentation. C'est toujours Stanislas qui fait la couverture magnifique d'ailleurs. Et là, effectivement, j'ai exploré toutes les sources cinématographiques réelles, avérées, qu'on peut constater. Et puis celles que j'ai essayé de trouver, qui n'ont jamais été divulguées nulle part. C'est une émission qui va être intéressante pour les tintinophiles. Et pour les autres aussi, parce qu'on va y apprendre plein de choses. On découvre qu'Hergé, finalement, lui, il vient au monde en même temps que le cinéma. Exactement. Il est né en 1907, le cinéma né en 1900, enfin c'est une date qu'on donne souvent. Il a connu toutes les évolutions du cinéma avec les trucages, etc. Il a connu ça avec des yeux émerveillés de gamin qui était déjà passionné par l'image et on l'imagine très très bien, déjà tout petit, vers 10 ans, 11 ans, 12 ans ou même avant, au cinéma avec son petit calepin sur les genoux en train de prendre des notes et en train de dessiner ce qu'il voit à l'écran et ce qui va plus tard alimenter son œuvre. Et ce qu'il voit à l'écran, ce qui l'inspire dès son plus jeune âge, vous l'expliquez très bien, ce sont des gens comme Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, les Marx Brothers. Enfin, il y a pire comme inspiration. C'est le burlesque, effectivement, il y a pire, comme vous dites. Oui. Alors, à quel point est-ce que le cinéma, le 7e art, comme on dit, a influencé l'œuvre d'Hergé? C'est tout l'objet de ce livre. Vous êtes convaincu que c'est une inspiration ou c'est parfois un peu de la facilité? Des fois, on n'en sait rien, parce qu'il a baigné dans cet univers, donc il a été au courant des films qui sortaient au moment où il était jeune, là, comme je disais tout à l'heure. Mais est-ce qu'il les a vraiment vus ? Tous, ça je peux pas l'affirmer, comme vous l'avez dit tout à fait au début, on n'y était pas, on n'était pas dans sa tête, mais par contre il notait sur ses propres calepins, sur ses notes, voir par exemple en 1937-1938, voir tel film consacré aux igloos ou au Grand Nord, donc parce qu'il avait dans l'idée de faire une bande dessinée qui allait se dérouler dans le Grand Nord. Et on sait aussi, par ses lettres, parce qu'il échangeait énormément de courriers avec ses proches, et puis son épouse aussi, nous sommes allés voir au cinéma tel et tel film à l'époque et je suis fan de tel acteur, en l'occurrence Hans Albers, acteur allemand. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je vais voir effectivement tous les films d'Hans Albers. Ce qui en soit déjà un projet. C'est là que le problème commence. Oui, voilà. Il faut les retrouver, il faut les regarder. Heureusement maintenant il y a Internet, on peut regarder ça en accéléré et puis quelquefois on tombe sur des pépites et quelquefois on s'emmerde pendant une heure. J'imagine. Et vous vous dites quoi en visionnant cette série-là par exemple? J'ai l'impression de retomber, d'être dans la peau d'Hergé au moment où ce film sort, comment il réagit en découvrant les trucages, par exemple, du baron de Munchausen, qui met justement en scène Hans Albers, et est-ce qu'il a pu trouver quelque chose dans ce film-là? Et pour prendre que cet exemple-là, effectivement, il va regarder le film, et dans le générique de fin du film, il y a une image qui m'a sauté aux yeux, alors que pendant tout le film, j'ai rien vu que Hergé aurait pu éventuellement en piquer, et là, vous voyez le portrait du baron de Munchausen qui sort de son cadre, et qui souffle sur le candélabre d'un serviteur qui passe à portée de main et à portée de cadre, c'est le cas de le dire. Et juste à ce moment-là, Hergé dessine dans les 7 boules de cristal le professeur Tournesol qui sort de son cadre et qui dit à Doc toujours vers l'ouest, toujours vers l'ouest. Et c'est exactement une image qui est sortie de ce film-là. On dit souvent qu'Hergé était visionnaire. On parle de la fusée, de choses qu'il n'aurait pas forcément connues au moment où il les a créées, inventées, dessinées. C'est peut-être du cinéma que viennent ces sources-là? En partie, notamment puisqu'on fait allusion à la Lune aussi. Il a été visionnaire puisqu'il a fait marcher Tintin sur la Lune quelques années avant les Américains. Il avait vu quand même au cinéma un film qui s'appelait Destination Moon, ce qui veut dire quand même en français Objectif Lune, et qui reprend, enfin du moins qui préfigure des scènes entières de la saga lunaire d'Hergé. Est-ce que c'est sa seule source d'inspiration? Déjà le titre. Voilà le titre, mais après vous avez vraiment des choses très très précises.
j'ai envie de dire que le diable se cache dans les détails, vous savez. On peut généralement dire, bon oui, il y a eu plein de films sur la Lune, plein de films d'anticipation, mais tel détail très très précis ne se trouve que dans ce film et transposé dans l'œuvre d'Hergé. Vous faites bien de parler de détails précis parce qu'on va vous en donner quelques-uns qui vont vous parler. Forcément, on a tous vu des films d'Alfred Hitchcock. Ah oui. Et là, il y a un détail qui est assez troublant quand même. Dans la première version de L'Île Noire, les similitudes avec le film Les 39 marches sont absolument flagrantes. Ah oui, plein, il y en a plein. Y compris jusqu'à la maison du docteur Muller. Quand il arrive à la maison du docteur Muller, le paysage, l'intrigue elle-même. La course-poursuite dans cette espèce de voiture-restaurant. Absolument, voilà. Le wagon où il y a une course-poursuite, c'est vraiment tiré exactement. Et là, le diable se cache dans les détails, voilà, les détails de ce film-là. Et puis, il y a aussi le problème de la statistique. Une coïncidence est une coïncidence, 3 coïncidences ou 5 coïncidences, ça devient de la statistique. Ouais, comme vous citez Audiard en disant, il dit un barbu, c'est un barbu, 2 barbus, c'est 3 barbus, je sais plus, 3 barbus, c'est les barboses. Voilà, c'est ça. Bah là, 3 coïncidences, c'est de la statistique et on peut être sûr qu'il a vu celui-là. C'est ça. Bob Garcia, notre invité ce matin. Tintin, du cinéma à la BD. Jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h. Jean-Michel Zeka pour Z comme Zeka. Sur Bel RTL. Et G comme Garcia, Bob Garcia signe Tintin du cinéma à la BD chez Desclés de Brouwer. Les influences du cinéma dans l'œuvre d'Hergé. On parlait des similitudes avec le cinéma d'Hitchcock il y a quelques instants. Il y en a beaucoup d'autres, des choses moins connues, peut-être plus pointues, ce qui prouve que vous avez vraiment travaillé d'arrache-pied. Il y a une autre inspiration qui est assez troublante. En 1938 sort une comédie intitulée Monsieur Breloque a disparu. Ah oui. Dans laquelle le personnage principal il s'improvise détective. Et là, Hergé va écrire 2 pièces de théâtre qui met Tintin en scène. L'une d'elles s'appelle Monsieur Bouloc a disparu. Bah voilà, c'est ça. Alors quelquefois on tombe sur ce genre de petites pépites. J'ai cherché en fait les films qui sortaient par époque. Alors, au début il y en a pas beaucoup, quand on est dans les années 30, 40, etc. Même pendant la guerre il y en a encore moins. Donc c'est vite fait de regarder la liste des films et puis de regarder les titres. Et juste un petit briefing ou un petit résumé d'une ligne, 2 lignes vous donne une idée. Est-ce que cette thématique a pu être utilisé par Hergé ou servir à Hergé? C'est comme ça que je suis tombé sur ce Monsieur Bouloc a disparu, Monsieur Breloque a disparu, qui devient Monsieur Bouloc a disparu. Donc on a à la fois l'analogie dans le titre et puis l'analogie dans la thématique de ce film-là. On peut prolonger la discussion au-delà de Tintin. On imagine que si Hergé s'est inspiré du cinéma pour son célèbre reporter, il n'a pas créé que ce personnage-là. Il y a peut-être des influences cinématographiques aussi dans d'autres, je sais pas, dans Josette ou... Carrément, c'est exactement ça. Dans Josette et Joko, dans Quick et Flup et d'autres personnages qu'il a créés. On parlait à l'instant de la pièce de théâtre qu'il a imaginée pendant la guerre. Il a été influencé par le cinéma pour toute son œuvre, pas que pour Tintin. Si on met Tintin dans le titre, c'est générique. C'est pour dire que c'est l'œuvre d'Hergé, c'est Tintin le plus connu. Mais effectivement, il s'en est inspiré du début à la fin, y compris même avant Tintin. La toute première BD qu'il a créée, qui s'appelait Totor, il le présentait comme un grand film muet. C'est écrit noir sur blanc dans ses strips. Donc il était vraiment très influencé par le cinéma. Oui, c'est ça. Donc il s'en cachait pas nécessairement en plus. Il le disait très volontiers, quoi. Oui, il a même lui-même divulgué un certain nombre d'acteurs qu'il adorait. Mais il y a des choses qu'il n'a pas forcément racontées. Il a oublié. Oui, il a une mémoire sélective. Vous savez, avec le temps, on oublie. Par exemple, les araignées. Avec le temps va, tout s'en va. Les araignées de Fritz Lang, qui est à mon avis, sa source cinématographique la plus importante et qui est à l'origine au moins du Temple du Soleil et du Secret de la Licorne, il n'en a jamais parlé. Vous racontez aussi la première fois que sa mère l'emmène au cinéma. Tout petit. Il a 5 ans. Oui, c'est ça. Et c'est un choc. Ah oui, c'est un choc, bien sûr. Il est tout jeune, il découvre le cinéma à l'âge de 5 ans. Et les biographes s'entendent sur un point. Hergé était un petit peu turbulent quand il était jeune. Et pour le calmer, il y avait 2 façons de le calmer. C'était de l'emmener au cinéma. Alors il y allait avec sa mère ou avec sa grand-mère. Et la deuxième façon de le calmer, c'était de lui donner un crayon et un papier. Et là, il dessinait. Et donc il va au cinéma et il gribouille. C'est ça. On a déjà tout. J'y étais pas. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de photo pour le montrer. Je vous dis, j'imagine très très bien mon Hergé avec un son calepin ou peut-être une mémoire visuelle extraordinaire. Et quand il rentre chez lui, il retranscrit sur ses cahiers d'école ou à la maison les dessins qu'il a vus, les images qu'il a vues au cinéma. Pour se remettre dans le contexte, on est après la Première Guerre mondiale.
Et les cinémas sont florissants à Bruxelles. Ah, ça explose de partout. Il y a d'ailleurs des études très intéressantes qui ont été faites là-dessus. Il y a des dizaines et des dizaines de cinémas qui diffusent tous les films américains, tous les films burlesques. Et Hergé s'est nourri de ça pendant toute son enfance. Les films de l'époque d'Hergé sont très américains. Et ça aussi, ça nourrit son rêve, le rêve américain d'Hergé. Oui, ça en fait partie. Il y a beaucoup de films américains tout simplement parce que c'est la plus grosse production, notamment tout ce qui est films burlesques, etc. Mais en l'occurrence, là, les films de Fantomas et beaucoup de films à épisodes étaient français. Et donc, il les regardait aussi. Et l'idée de l'épisode, l'idée de à suivre et l'idée, vous savez, de ce petit film pas très long qui finit par un hook, une accroche terrible où on se dit, bon sang, il faut absolument que je retourne la semaine prochaine pour voir la suite. Hergé a transcrit ça dans ses planches. À la fin de chaque page, il y a un hook. Vous êtes obligé d'acheter le petit 20e de la semaine d'après pour savoir ce qui va se passer. Voilà, c'était l'époque où on ne pouvait pas binge-watcher, comme on dit, les épisodes en une fois. En tout cas, on constate dans l'œuvre d'Hergé que les Américains l'ont beaucoup inspiré. Je voulais citer cette phrase qui est intéressante. Il dit « Ils sont d'une grande clarté, les Américains. Ils savent raconter une histoire, même si cette histoire est une cornichonnerie. » Cornichonnerie, voilà. C'est l'éternel débat de, vous savez, quand le cinéma français et le cinéma américain se rencontrent, les Américains ont du budget, ils font rencontre du troisième type. Les Français avec du budget font trois types qui se rencontrent. C'est un peu l'idée. Z comme Zeka. Z comme Zeka. Jusqu'à 10h. Jean-Michel Zeka sur Bel RTL. Et c'est Bob Garcia qui est l'invité de cette émission pour Tintin du cinéma à la BD chez Desclés de Brouwer. Alors, les influences du cinéma dans l'œuvre d'Hergé, forcément dans les films qu'il a dû voir, qu'il a vu, parce que pour certains c'est avéré, et puis il y a tous ceux qu'il n'a pas vus. Et parce qu'il c'était un fervent lecteur de revues cinématographiques aussi. Voilà. Hergé, d'abord, il y avait aussi beaucoup de revues cinématographiques. C'était florissant. Il y en a eu quelques dizaines, quelques vingtaines, centaines même à cette époque-là, à partir des années 30 et même un petit peu avant. Donc on pouvait connaître un film sans en avoir vu une seule image, juste par les résumés qui étaient faits dans ces revues-là. Et il y avait autre chose aussi qui s'approche énormément de la BD, c'était, vous savez, ces films racontés par image, où là, il y avait carrément un autre scénariste qui rescénarisait le film, et qui, quelquefois d'ailleurs, était considéré comme étant le réalisateur du film, c'était les ciné-romans. Donc les ciné-romans, vous aviez des cases de films, enfin des images, je veux dire, extraites de films, sur lesquelles on collait du texte, du dialogue, et ils re-racontaient, quelquefois même en prenant quelques libertés par rapport au scénario d'origine, un film qui sortait au cinéma ailleurs. Donc Hergé a pu connaître des films et voir beaucoup de films sans les voir. Alors, il y a des trucs qui forcément il a vu et qu'on a tous vus et qui sont très clairs pour tout le monde. Quand on voit les Dupont et Dupont, Ah oui. c'est Laurel et Hardy. Exactement. Enfin, ça peut être que ça. Il y a ça. Enfin, il y a ça et peut-être d'autres choses, mais en tout cas, c'est clair pour Laurel et Hardy. Ah, c'est clair et net. Il y a beaucoup de gags et beaucoup de films d'ailleurs de Laurel et Hardy. Je pense à Flying Deuces, je ne sais plus comment c'était en français, Les Conscrits. Voilà. Les Conscrits qui ont. Il y a des scènes entières des Conscrits qui ont été repris dans Le Crabe aux pinces d'or. L'histoire de l'avion qui se crache dans le désert avec un petit peu les petits problèmes qui se passent dans l'avion. Je vous interromps, ça n'a jamais été un problème en matière de droit, par exemple, de propriété intellectuelle? Non, c'est maintenant que c'est un problème. Pourquoi? Dans l'autre Non, sens. mais c'est-à-dire? Non, je sais pas. C'était quelque chose d'un petit peu. C'était assez toléré, assez. Il y avait pas autant de procès que maintenant, quoi. Les gens passaient leur temps à s'emprunter des choses. Quand vous dites que c'est un problème maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on aurait des ayants droit qui auraient peut-être plus tendance à faire des procès parce qu'on utilise l'image de Tintin ou parce qu'on cite Tintin, non? C'est pas. Vous parlez de Moulinsart, par exemple. Au hasard, oui. C'est ça. C'est marrant parce que dès qu'on parle de ça, il y a une espèce d'omerta. On précise que, par exemple, sur l'ouvrage que vous signez, il n'y a pas Tintin. Hein. Non, c'est Hergé. On peut pas le voir. Non, c'est Hergé. Il est bien suggéré. Et là, on rend hommage au dessinateur Stanislas qui a fait les couvertures de mes bouquins et qui est vraiment très très fort. Pour ça. On parlait de Laurel et Hardy et des personnages qui ont nourri l'imaginaire du cinéma. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Charlie Chaplin. Oui, Charlie Chaplin. Dans l'œuvre d'Hergé. Tout à fait. Et le premier, je dirais, qui est Tintin, le premier Tintin dans Tintin au pays des Soviets, c'est Buster Keaton. Ah, ce serait Keaton. C'est sûr et certain. Vous regardez Tintin, d'abord c'est des gags, énormément de gags empruntés. Parce qu'il ne rit jamais dans le premier épisode, c'est ça? Exactement. Il rit pas du tout, il a une espèce de bouche, c'est un petit trait qui représente sa bouche très plate. Il rit pas du tout. Par contre, il enchaîne les gags et les péripéties et les situations absurdes. C'est exactement du Buster Keaton transcrit en bande dessinée par Hergé. Il y a un personnage truculent dans Tintin qu'on
qu'on adore, c'est La Castafiore, Ah oui. qui aurait été inspirée par Virginia Pearson, Virginia Pearson, c'est ça. du Voilà. Fantôme de l'Opéra. Exactement, voilà. Alors ça, c'est dans le Fantôme de l'Opéra, qui est un film muet. Hein, vous avez les textes en dessous et on sait, à un moment donné, elle tient son face à main, elle est sur scène et on sait exactement ce qu'elle chante, c'est l'air des bijoux. Parce qu'il y a le cinéma, et puis on raconte souvent qu'Hergé se serait inspiré pour ses personnages de gens qu'il connaissait aussi. Oui, alors c'est peut-être un peu moins glorieux, mais la Castafiore a évolué au fil des albums. Et on s'est rendu compte que, bizarrement, dans les bijoux de la Castafiore, justement, là, elle porte les habits que portait Germaine Kikens, la femme d'Hergé. Et il a charrié un petit peu dans ses bijoux de la Castafiore. Donc c'est sa Castafiore à lui qui l'a transposé dans... Voilà, donc elle a évolué, comme tous les personnages ont évolué. On parlait tout à l'heure des Dupont, mais on pourrait aussi parler de Tintin qui a évolué, le capitaine Haddock qui s'inspire d'un personnage de film également, Hans Albers, dans Wasser für Canitoga. C'est la première mouture, si on peut dire, du capitaine Haddock, et il apparaît au cinéma juste avant qu'Hergé ne dessine la première image du capitaine Haddock. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il y a même des gens du monde du cinéma qui ne sont pas forcément des acteurs, qui inspireront Hergé pour des personnages. J'en veux pour preuve Rastapopoulos. Oui. Inspiré selon vous par... Alors pour moi, Rastapopoulos, c'est un banquier, c'est Camille Bardou, il s'appelait. En fait, il était acteur, hein, vraiment. Ah, et moi j'avais Cécile B2000. Ah non, moi, alors effectivement, il y a une petite analogie, mais pour une autre BD. C'est pas, moi, je le vois pas pour cette BD-là. Pour le personnage de Rastapopoulos, pour moi, c'est Camille Bardou, dans un film qui s'appelle Le Lion des Moghols. Faut aller le chercher celui-là quand même. Ouais. Donc là-dessus aussi, merci la revue des Amis d'Hergé, qui de temps en temps aussi, je suis pas le seul à regarder des films, heureusement, et à m'intéresser à Tintin, et ils sortent une petite pépite comme ça. Donc c'est une découverte d'un des Amis d'Hergé qui a vu ce film et qui a retrouvé le Rastapopoulos, donc Camille Bardou. Merci de passer la matinée avec nous. C'est Bob Garcia qui est l'invité de cette émission Tintin du cinéma à la BD aux éditions Desclés de Brouwer. Jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h Jean-Michel Zeka pour Z comme Zeka. sur Bel RTL. Et Bob Garcia, Tintin du cinéma à la BD. On constate évidemment avec beaucoup d'étonnement parfois que le cinéma a nourri l'œuvre de Georges Rémy. Il y a plein d'exemples, on pourrait passer à la matinée à vous en donner, mais parmi ceux qui sont les plus évidents pour le grand public, comme on dit, pour les novices comme moi, moi j'ai lu Tintin, j'en ai des souvenirs vagues, ça va pas dans le détail à chaque fois, mais dans Le Crabe aux pinces d'or par exemple, il y a une histoire à raconter parce que l'intrigue est publiée en octobre 1940, on est en pleine guerre, et Hergé va gommer toute référence à l'actualité pour éviter la censure. Là on parle pas de cinéma, on parle d'actualité. Oui. L'œuvre d'Hergé, elle est aussi ancrée beaucoup dans ce qu'il vit, ce qui est logique. Exactement, là il y a de la censure allemande, il peut pas écrire n'importe quoi, donc qu'est-ce qu'il fait? Il délocalise en quelque sorte son personnage, mais il y avait un engouement à cette époque-là pour l'Afrique du Nord, pays qui n'était pas vraiment impliqué dans le conflit dans la Deuxième Guerre mondiale. Qui devient une destination en vogue du coup. Une destination en vogue où il se passe quelque chose aussi, il y a un boxeur célèbre qui est la terreur des rings là-bas, qui s'appelle Marcel Cerdan, et tiens, justement, dans Le Crabe aux pinces d'or, il y a un certain Alan qui apparaît, qui est le second de Rastapopoulos, et qui tape sur les gens à coups de poing, etc. Et je vais retrouver une photo de Marcel Cerdan à cette époque-là, que j'ai comparé, notamment le profil à Alan, et je peux vous assurer que c'est lui. Quand on parle d'actualité aussi, on dit souvent, si Tintin au Congo devait sortir aujourd'hui, ce serait plus possible. Parce que toutes les connotations, et parfois il faut mettre des mots sur les choses, une certaine forme de racisme qu'on ne mesurait sans doute pas à l'époque. Autre temps, autre mœurs, vous me direz. C'est ça. Aujourd'hui, ce serait formellement impossible. Oui, il y en a qui ont essayé d'ailleurs de l'interdire, cet album, comme au Canada d'ailleurs, on a essayé d'interdire le Tintin en Amérique parce que jugé raciste, anti-indien, enfin tout ce que vous voulez. Effectivement, il faut replacer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, vous voyez pas quelqu'un qui va voir un petit Africain dans la rue et qui va l'appeler boule de neige. C'est énorme. C'est ce qu'ils faisaient entre eux, mais c'est du deuxième degré, etc. Donc Hergé sans arrière-pensée particulière, mais avec cette attitude un peu colonialiste, il a... Libon Missier Boinin. Voilà, c'est ça. Voilà. Il parle petit nègre, entre guillemets. Et donc il a transcrit exactement ça dans sa BD, ça passerait plus du tout. D'ailleurs, il a revu un certain nombre de dialogues, il a revu des choses qui étaient un peu trop connotées, et il les a rendues un peu plus politiquement correctes. Il faut se rappeler que cette œuvre-là, c'est une commande faite à Hergé pour donner l'envie aux Belges
d'aller travailler là-bas. C'est exactement ça, c'est Norbert Wallet, donc qui est l'abbé qui est un peu en même temps le mentor d'Hergé et qui dirige le petit 20e, qui lui dit, les deux premières BD qu'il lui demande, c'est ça, hein, c'est les soviets et le Congo. Les soviets pour pouvoir bouffer du soviet, casser du soviet, alors il était tout à fait anti-soviétique, il avait... Même s'il assumait pas spécialement cette œuvre, il disait que c'était une erreur de jeunesse. Ah non, Hergé, oui, mais par contre, Norbert Wallet, il l'assumait complètement, il avait le portrait de Mussolini dans son bureau, enfin, etc. Il n'était pas franchement à gauche, et c'est un euphémisme. Et donc, il a demandé à Hergé de faire les soviets, et dans un deuxième temps, de faire cet album, d'emmener Tintin au Congo. Hergé n'était pas d'accord, il avait envie de l'emmener aux États-Unis, pays qui le fascinait autrement. Et il termine ce Tintin au Congo par une petite pirouette, mais là, on sort un peu du sujet, mais c'est intéressant à noter, parce que le méchant dans Tintin au Congo, qui fait du trafic de diamants, etc., c'est Al Capone. Et on le découvre juste dans l'album après. Donc il a quand même réussi à orienter son œuvre vers les États-Unis. Il l'a placé quand même. Ouais. Voilà, il a réussi à le placer. Quelle est la chose, l'anecdote peut-être, ou la similitude la plus étonnante que vous ayez révélée, que vous ayez découverte et que vous ne saviez pas? Découvert en regardant le film, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, c'est Die Spinnen, en français Les Araignées, de Fritz Lang. Premier film fait par Fritz Lang sur un scénario de Fritz Lang. C'est le seul bouquin qu'il a écrit. Et figurez-vous que ce bouquin-là, Les Araignées de Fritz Lang, je ne l'ai pas découvert en film, je l'ai découvert en livre et il a été publié au Rocher, ma maison d'édition. Donc j'ai reçu ce bouquin-là, je l'ai dévoré, mais je me dis c'est pas possible quoi. C'est vraiment du Tintin de A à Z. Là vous avez le personnage principal qui s'appelle Ke Hoog, qui est une sorte de sportman, comme on dit, un sportif à l'époque, qui part en expédition dans les Andes et qui découvre une civilisation ancienne, complètement, qui vit en autarcie, et il rentre dans le temple de cette civilisation ancienne en faisant basculer une pierre. C'est le temple du soleil. Complètement, mais là, je vous dis le détail, le diable se cache dans les détails, et ensuite il ressort de ce temple par un passage secret qui est masqué par une cascade qui masque ce... Ah ouais, là, on revoit les images. Voilà. Et dans ce même film, qui est en 2 épisodes, encore un film à épisodes, vous avez aussi vraiment la source, la base de l'histoire du secret de la licorne, avec un ancêtre flibustier qui s'est enrichi en découvrant un trésor dans les îles lointaines, etc. Donc il faut voir ce film parce qu'il y a au moins, je dirais, presque une vingtaine d'occurrences entre ce film et l'œuvre d'Hergé. Vous êtes très fort parce que nous donner envie de revoir du Fritz Lang, c'est pas non plus gagné dès le départ. Merci de nous écouter. Bob Garcia qui signe Tintin du cinéma à la BD chez Desclés de Brouwer. Mille merci. Finalement, juste un mot pour terminer. Hasard ou coïncidence entre le cinéma et l'œuvre d'Hergé? Non, beaucoup de choses avérées, franchement. Ouais. Beaucoup de choses avérées. Et c'est moi qui vous remercie, Jean-Michel. D'ailleurs. Merci Bob, à bientôt. Demain, nous serons de retour dès 9h dans cette même émission. On vous souhaite une très bonne journée. À demain.